Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo présentée par les étudiants et étudiantes du Master 2, Intervention et Développement Social de l'Université Bretagne Occidentale. Dans cette vidéo, Jean-Baptiste Villatte, coordinateur de développement social pour les petits frères des pauvres, mais aussi ethnologue et anthropologue, a accepté de répondre à nos questions. Que personne compte sur vous et que vous comptez sur personne, il y a un risque très grave de glissement en fait. Les gens vont cesser de se battre. Et quand on est usé, si on cesse de se battre, le glissement il est irrémédiable et très rapide vers la mort. Je suis coordinateur des antennes d'Aubervilliers et de Saint-Denis, mais maintenant du territoire nord-ouest. Donc c'est un gros morceau du 93. Saint-Denis, on accompagne 75 personnes âgées grâce à l'implication de 55 bénévoles. Aubervilliers, 25 personnes âgées avec 22 bénévoles. On accompagne des personnes âgées, oui. C'est des personnes âgées isolées. Ce qui est difficile, c'est plutôt le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude et d'inutilité. Voilà ce qui est terrible. Voilà ce qui est terrible à vivre pour les gens qui atteignent un grand âge. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qu'on laisse sur le côté, qu'on ne veut pas voir. Souvent, on habite loin de ses parents. Nous, à Saint-Denis, à Aubervilliers, on accompagne des tas de gens dont les enfants sont au pays. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui, une fois qu'ils n'ont plus de vie professionnelle, sont complètement laissés de côté, totalement isolés. L'association a été fondée en 1946. Donc l'association elle-même est une vieille dame. Moi, je suis toujours étonné par le fondateur de l'association, Armand Marquiset, qui a eu cette intuition en 1946. On était au sortir de la guerre. L'enjeu, c'était de reconstruire. Et il s'est dit, qui a besoin de moi ? C'est les vieux. Il y avait des situations de détresse, effectivement, avec des difficultés d'approvisionnement liées aux tickets de rationnement qui ont duré jusque longtemps. Je crois qu'en 1949, il y avait des tickets de rationnement pour ravitailler les Parisiens. Donc des gens qui n'avaient pas de famille, qui étaient vieux, qui habitaient dans des 6e étages sans ascenseur dans le 11e arrondissement. 11e, 20e, c'est là que l'association a commencé son action, se retrouver complètement démunis. Parce que les petits frères ont commencé en allant apporter de la nourriture de qualité. C'était vachement important, apporter le luxe à ceux qui en sont privés. Donc on va faire à manger tous les matins. Les bénévoles se retrouvent d'épaules minées et puis on va apporter des gamelles au domicile des gens. Et puis là, Madame Martin, quand elle reçoit son bénévole petit frère, va le retenir parce qu'elle crève d'isolement. Alors oui, son corps a faim, mais il y a autre chose dans la personne. L'autre chose, il souffre. Et les petits frères reviennent auprès d'Armand Marquiset en disant ça, leur expérience de terrain. Ils nous demandent du lien. L'association va tout de suite s'adapter aux besoins des personnes accompagnées. Et Armand Marquiset va trouver cette formule que moi je trouve extraordinaire, des fleurs avant le pain, qui va devenir le slogan des petits frères pendant des années. Les fleurs, c'est quoi ? Les fleurs, c'est le lien, c'est la relation, c'est l'affection. C'est considérer la personne pour ce qu'elle est, que quelqu'un compte sur elle et qu'on compte sur elle aussi. Voilà. Donc, il s'agit en fait d'inverser la pyramide de Maslow. C'est redonner à la personne un socle affectif de manière à ce qu'elle puisse avoir la force d'affronter les vicissitudes de la vie, mais aussi de se réparer socialement. Les petits frères des pauvres vont mettre en place soit des visites à domicile pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, soit des activités comme on a à Saint-Denis, Aubervilliers, dans plein d'autres endroits, mais je vais plutôt parler, il y a tout un tas d'endroits en France où ça se passe, mais je vais parler des endroits que je connais. À Saint-Denis, on a un accueil local tous les lundis où les personnes âgées qui, elles, peuvent se déplacer, on va maintenir leur envie de bouger, leur autonomie en fait. Donc tant qu'elles peuvent se déplacer, on préfère plutôt les inviter. Et là, on a un groupe de bénévoles qui va à Saint-Denis, à Aubervilliers, c'est des gens formidables qui vont se donner, mais vraiment qui ont envie de donner, qui ont envie de donner d'eux-mêmes. Et c'est là qu'on est bon. On va donner des fleurs. On va donner du pain aussi parce qu'on va travailler avec les assistantes sociales du secteur, la circonscription sociale, le CCAS énormément. Avant, on bossait avec le CLIC, c'est terminé malheureusement.
On travaille beaucoup avec les Mayas aussi. Donc, on a tout un tas de partenaires pour le pain. Quand vraiment les personnes, enfin, l'aide sociale n'a pas la possibilité d'aider, alors les petits frères, éventuellement, dans des situations totalement exceptionnelles, peuvent aller jusqu'à l'aide financière. On est là pour mettre en place des partenariats, de manière à ce que les personnes puissent avoir accès à l'aide sociale légale. Par contre, nous, une fois qu'on s'est assuré de ça, par exemple, on fait un signalement d'une personne qui est dans une situation dramatique, moi, en tant que professionnel des petits frères des pauvres, je vais d'abord m'assurer que l'accès au droit, le maintien à domicile, tout ça, c'est calé. Une fois que c'est fait, alors le bénévole va intervenir. Voilà, je prenais l'exemple de l'accueil local où on va réinvestir les gens dans du collectif. On se rend compte qu'un être humain, enfin un cerveau, pour qu'il se développe, il a besoin d'une altérité, il a besoin d'un autre cerveau. Sinon, il va s'abîmer. La plastique cérébrale va s'abîmer. Les lobes préfrontaux vont s'atrophier. Et ce qui est extraordinaire, la résilience, c'est ça. Enfin, la résilience, pauvre mot qui est extraordinaire. Et bon, on l'utilise maintenant partout au lieu de dire résistance. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait joli. Mais la résilience, c'est la capacité de reconstruire. Justement, c'est ça. Ça se passe aussi au niveau de la plastique du cerveau. Reconstruire des relations, reconstruire aussi une plastique du corps. Le corps ne peut pas être séparé de l'esprit, maintenant on en est certain. L'environnement est totalement fondamental. Donc si on donne de l'affection, si on donne une utilité aux gens, si on donne une place dans un groupe, si on leur donne des projets, parce qu'on va leur proposer des sorties, mais on les implique aussi dans des projets. À Aubervilliers, on a une chorale. À Saint-Denis, on a une gazette. C'est les personnes âgées accompagnées qui font la gazette, et c'est cette gazette qui va nous permettre de communiquer avec nos partenaires. Donc ils sont pas seulement dans un environnement affectivement sûr, dans lequel ils sont reconnus, aimés, faut pas avoir peur des mots, et dans lequel ils vont construire des choses, ils vont avoir un projet. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sachant ce que je vous dis, vous voyez à quel point cette situation aurait pu nous paniquer, parce que on sait à quel point en fait, les gens peuvent se dégrader rapidement, en vérité. Et il faut comprendre aussi que les bénévoles aussi, ils souffraient. Les salariés également. Donc, tout le monde souffre. Et les personnes âgées isolées, alors là, imaginez la souffrance, parce que la plupart vivent dans des conditions bien pires que moi. Donc, dans ces moments-là, on va se dégrader à toute vitesse. Donc, on a fait un petit peu comme on avait fait lors de la canicule de 2003. On avait improvisé une veille téléphonique, que je vais dire très serrée. Voilà. Les mois de mars et avril, en fait, on passait un coup de fil par semaine à certaines personnes, mais vraiment, elles n'étaient pas très nombreuses. La plupart, c'était 2-3 coups de fil, voire un coup de fil par jour. Et l'idée, c'était que, une fois qu'on a passé les coups de fil, on envoie un mail à la bande des veilleurs. Donc là, on a fait un accro à ce qu'on fait d'habitude, à savoir qu'on est extrêmement prudent sur la confidentialité. Mais là, en prévenant les personnes, on leur disait, voilà, on a besoin aussi de communiquer entre nous. Et en fait, je pense que ça a été finalement, vraiment une très très bonne idée que de faire ça, parce qu'on a permis de faire en sorte que les bénévoles eux-mêmes se sentaient en bande. C'est ça en fait, c'est le gang. Et du coup, on a fait corps en tant que veilleurs. On se donnait les uns aux autres des nouvelles des personnes âgées, puis aussi des nouvelles de nous. Par mail, tout simplement, et par téléphone, quand il y avait un pépin, naturellement, il y a eu plein de pépins. Alors, des pépins de ravitaillement, des gens qui n'avaient plus rien à manger, qui n'osaient pas sortir. Donc, on avait à la fois des bénévoles veilleurs et puis en même temps des bénévoles pompiers, des petits jeunes incroyablement, des gens qui travaillent pourtant, mais qui donnent du temps. De toute façon, moi, ça me bouleverse toujours. 25 ans de petits frères des pauvres, je suis toujours sidéré par ce que donnent les bénévoles. Chacune des situations dramatiques ou problématiques qu'on a rencontrées pendant cette période ou pendant les 2 confinements, les partenaires se sont mobilisés pour mettre en place des modes exceptionnels, pour trouver des solutions dans l'urgence. Je pense aussi que la crise a révélé des potentialités qu'on n'imaginait même pas avant, en fait. Je pense à cette femme qui habite dans le parc de l'OPHLM à Aubervilliers, qui était dans une situation
Vous savez, c'est ces gens qui ont peur des maladies. Alors pour elle, c'était une situation d'effroi, littéralement. Et du coup, ça a déclenché une sorte de paranoïa dont l'objet était la concierge et les voisins. Et donc, c'est arrivé à une situation vraiment dramatique. En téléphonant à des partenaires de l'OPH avec qui on allait monter un projet, mais qui n'avait rien à voir avec l'accompagnement individuel, justement, c'était du collectif encore qu'on allait faire, j'ai appelé ces partenaires en leur disant, voilà, on a un problème avec cette femme, on ne sait pas comment s'en sortir, parce que nous, l'accompagnement relationnel, affectif, il ne suffit pas, on n'arrive pas à faire en sorte qu'elle ait moins peur de ses voisins, de sa concierge. Le surlendemain, elle avait un coup de téléphone d'un psychologue qui l'a appelé 2 fois par semaine. Et ça avait été mis en place par l'OPH, ça. De l'autre côté, la gardienne avait été contactée et une des responsables de circonscription de l'OPH s'est déplacée avec la gardienne pour parler à cette dame. Voilà, donc en fait, moi, ce que je peux vous en dire, c'est uniquement des gestes exceptionnels faits dans l'urgence, de choses qui vont mettre des mois et des mois à se mettre en place dans une situation classique. Et là, en 3 jours, on résout la situation. Donc voilà, c'est plutôt des expériences comme ça que j'ai à vous faire partager. Si vous voulez que je vous parle de catastrophe, globalement, c'était une catastrophe. Mais dans ce qui s'est passé dans nos relations partenariales, moi, j'ai vu que des choses merveilleuses, vraiment. Ce serait dingue de dire ça. Je ne vais pas dire que le Covid a renforcé notre connaissance de notre public. Mais quelque part, il a permis de l'éclairer d'une autre manière et de nous rendre encore plus malins, finalement. Pendant ces coups de fil de veille téléphonique, il s'est dit des choses qui ne se disaient jamais, en fait. En particulier pour les gens qui sont à l'accueil local, on a découvert des biographies délirantes. On avait pourtant travaillé là-dessus, mais pas peut-être que dans l'intimité des coups de fil, peut-être que l'angoisse a joué aussi pour que les langues se délient. Mais en fait, les bénévoles connaissent désormais vraiment intimement les personnes. Je dirais, occupez-vous de vos vieux, ouais. Occupez-vous de vos vieux.